Hey, salut Julien! Salut Samir et salut à toi qui nous écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, on va leur parler de quoi pour ce 101e épisode? Eh bien écoute, on va commencer ce premier épisode de la nouvelle centaine qu'on attaque avec le sujet des émotions et on va apprendre à faire copain-copain avec nos émotions. Ouais, exactement. Alors, on a déjà fait quelques podcasts sur les émotions, mais là, vraiment, ce qu'on voulait te parler, c'était de l'agilité émotionnelle. Exact. Alors on va aborder différents points aujourd'hui dans ce podcast et je pense que le premier élément, c'est la base, quelle que soit, Mhm. l'approche que tu veux avoir avec tes émotions, bah, c'est d'apprendre à les écouter plutôt qu'à les refouler. Donc, Samir, est-ce que, tu peux justement nous parler, de ça? Comment faire pour les écouter plus et arrêter de les remettre au placard et de les stocker? Parce que c'est pas bon de faire ça. Ouais, exactement. Ben, on aime bien dire à l'Institut Merlin que les émotions sont pas biodégradables. Et du coup, en Tout à fait, fait. tout ce que tu vas refouler intérieurement, il va pas disparaître. Alors même si tu penses qu'en les refoulant, bah, ça va s'en aller tout seul, il y a des gens comme ça qui mettent leurs émotions tout au fond comme ça et qui se disent de toute façon ça partira à un moment ou l'autre et puis je vais oublier. T'inquiète pas, tu vas pas oublier. Ton corps est une mémoire. Et si c'est pas ton cerveau qui va s'en rappeler, c'est ton corps qui va s'en rappeler à un moment ou l'autre. Et ça va se traduire forcément par potentiellement des douleurs, potentiellement des maladies, potentiellement des problèmes autres. Et du coup, en fait, la meilleure stratégie, bah, c'est de les extérioriser. Alors quand je dis extérioriser, c'est pas tu piques ta crise, tu sais, devant tout le monde et puis tu deviens insupportable à chaque fois parce que tu as envie d'extérioriser tes émotions. Mais c'est Ouais. dans un premier temps d'apprendre, avant même de les extérioriser, d'apprendre à les écouter. Parce que nos émotions, elles sont là pour nous dire quelque chose. Nos émotions sont porteuses d'un message. Et si tu prends le temps, quand tu sens justement cette émotion qui monte, tu sais, l'émotion qui potentiellement peut être gênant ou qui prend de la place, si tu prends le temps juste de te poser, juste 5 minutes, de respirer un petit peu, de dire qu'est-ce qui a fait en fait que cette émotion a pris de la place? Est-ce que quelque Mmh. chose, d'important pour moi a été, potentiellement violé ou est-ce que j'ai une valeur qui a été violée? Est-ce que j'ai un besoin qui a pas été respecté? Tout à fait, ouais. Et une fois qu'en fait, tu sais ce que c'est qui est à l'origine de ça ou le message de ton émotion, à ce moment-là, tu vas pouvoir poser des stratégies et à ce moment-là, l'extérioriser. L'extérioriser en parlant, potentiellement, Mmh. ou juste, en exprimant qu'en ce moment, en fait, ça va pas. Ça va pas ou qu'en ce moment, il y a cette émotion-là qui est là. Ça va t'aider à te libérer d'une partie de cette charge émotionnelle. Ouais, complètement. Alors, tu vois, par rapport à ça, il y a 2 choses qui me viennent. Alors, Ouais. peut-être, d'abord, une petite blague, parce que je la trouve très drôle, donc je vais vous la partager. Ouais. Tu sais, tu dis: «Faut pas refouler les émotions» Mmh. et en fait, la blague, elle est très simple, c'est que quand tu refoules tes émotions reviennent et te demandent si tu en refoules pas encore un petit peu. OK. «Est-ce que OK. vous en refou est-ce que vous en refoulez pas un petit peu?» Hein, plutôt que «revouler», c'est «refouler». Voilà, c'était le petit jeu de mots. Je trouve très, très drôle. Ouais. Et tu as le droit de dire, toi qui nous écoutes, que c'était nul à chier, il y a pas de problème. Je le vivrai très bien. Hem, Il y a donc on ça, va c'est la dire qu'il y a de la première chose. créativité. C'est pas mal. Ouais, c'est C'est refouler recherché. fou un petit peu d'émotion. Voilà, c'est tout. Et la deuxième chose, Samir, bah, c'est justement sur, ce côté que toutes les émotions portent un message et en fait, c'est aussi ce qu'a mis en avant, justement l'auteur Daniel Goleman, qui est l'auteur en fait de l'intelligence émotionnelle et qui a en fait remis tout son travail justement dans alors il y a un gros bouquin qui existe qui reprend en fait tous les volumes en un seul, Ouais. ce côté intelligence émotionnelle où il y a justement ce point de si on ressent des émotions, c'est que il y a un message qui veut être transmis par notre système. Exactement, Julien. En tout cas, je leur dis, c'était recherché la petite blague et le petit jeu de mots. J'aurais pas fait mieux, je pense. Et aussi, l'un des points, en fait, c'est que pour comprendre nos émotions, ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre à,
à détecter les récurrences, à observer nos récurrences. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent très souvent. Je me rappelle, par exemple, Julien, quand on avait fait notre coaching, quand tu m'avais coaché, on avait fait un travail par rapport aux émotions. Il y avait une récurrence qui revenait très souvent quand mes émotions prenaient trop de place. Chez moi, c'était l'injustice. C'est-à-dire que tu m'avais demandé de prendre 4, 5, 6 situations, de m'observer aussi, Ouais. où justement mes émotions prenaient énormément de place et de voir un petit peu quels étaient les points communs. Et ce que j'avais remarqué, c'est que très souvent, c'était soit lié à de l'injustice. J'étais Mmh. face à une situation que je trouvais injuste. Alors ça pouvait être vis-à-vis de moi, ça pouvait être vis-à-vis des autres. Encore pire quand c'était les autres. Et en fait, justement, le fait de prendre ces situations, 3, 4, 5 situations, et de regarder un petit peu ce qui revenait souvent, et je me suis rendu compte que c'était l'injustice, mais ça m'a permis justement de travailler sur ce sentiment d'injustice qui venait, Mmh. qui prenait beaucoup de place. Donc en fait, on s'était rendu compte à ce moment-là que c'était mon sentiment, mon besoin de justice en fait, et ma valeur aussi, parce que c'était une valeur, j'ai une forte valeur justement, par rapport, liée à la justice, et dès qu'il y avait une injustice, bah, forcément ça prenait de la place comme ça. Ça m'a permis justement de Ouais. travailler sur tout ça, et hem OK. et par la suite, bah, automatiquement d'apprendre à lâcher prise. Parce que de l'injustice, il y en a partout. Ça, il y en aura toujours, ça va pas, s'arrêter, je pense. Mais justement, le tout, c'est que à ce moment-là, lorsque mes émotions prenaient beaucoup de place et que ça me faisait du mal, bah, aussi, c'était une forme d'injustice vis-à-vis de moi-même. Ces émotions que je n'arrivais pas à gérer, qui me faisaient du mal, que j'étais pas capable où j'étais pas capable de lâcher prise, bah, en fait, c'était une Mmh. forme d'injustice vis-à-vis de moi-même parce que ça me faisait du mal à moi avant tout. Surtout face à des situations où je ne peux pas agir. Si on reprend ce que disait Épictète, et ça peut être important et intéressant justement pour apprendre à gérer ses émotions, de faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et souvent, en fait, là où mes émotions prenaient beaucoup de place, c'était sur des choses où j'avais pas de contrôle. Et Ouais. du coup, je tournais en rond et je me faisais du mal. Ouais, bah, Voilà. c'est Ouais. c'est ça et puis, tu vois, dans ce que tu dis, c'est ce côté d'observer donc les récurrences, effectivement, pour repérer Ouais. où est-ce qu'on a tendance à aller se réfugier, dans quelles émotions on a tendance à aller se réfugier et Mmh. prendre conscience, bah, que ça nous affecte aussi parce que c'est pas juste un sentiment. Après, ça draine plein de choses, ça draine de l'énergie, ça draine des ressources, ça te met dans un état qui peut être plus ou moins long en plus, donc c'est super important effectivement. Ouais, exactement. Et justement, dans ce que j'ai dit par rapport au fait d'observer, les récurrences, j'avais parlé du lâcher prise, et le lâcher prise, ça vient souvent aussi des pensées. Parce que c'est nos pensées, en fait, qui bouclent. C'est notre cerveau qui cherche à Mmh. boucler. Pourquoi? Parce qu'il veut créer de la cohérence. Il veut avoir raison de la situation, nous expliquer par A plus B pourquoi ça a eu lieu. Sauf Ouais. que, très souvent, c'est juste des constructions de notre esprit parce qu'il nous manque des éléments. Et tous les arguments qu'on amène par la suite de: «La personne a agi comme ça parce que ceci, parce que cela, ça a eu lieu parce que ceci, parce que cela». Tout ça, c'est des constructions de notre esprit, et c'est pas aidant, et ça nous plonge encore plus, bah, dans nos émotions négatives. Donc c'est pour ça que ça peut être très important d'apprendre à lâcher prise sur les pensées, et pour ça, on a cette phrase, justement, qui est liée au fait, au besoin de cohérence, de, quand j'ai envie d'avoir raison là, qu'est-ce que je cherche à faire, là, en ce moment, justement, en bouclant? Est-ce que je cherche à avoir raison sur les événements, ou est-ce que je cherche à être heureux? Tout à fait. Ouais, ouais, complètement. Bah, c'est vraiment en plus une question qui peut être utilisée dans plein de situations différentes. Parce que toi qui es en Mmh. train d'écouter ce podcast, c'est probablement pas la première fois que tu nous entends Ouais, bah, oui, utiliser cette on question-là. l'utilise souvent. Et le but, c'est vraiment de se recadrer parce que Mmh. il y a tout un tas de biais par lesquels on passe. Et ces biais peuvent nous empêcher bah, de voir clairement ce qui se produit en nous, ce qui se passe autour de nous, de connecter de la meilleure façon possible aussi avec ce qui nous entoure. Et juste de se poser cette question-là, bah, ça permet de recadrer. Parce que quand on essaye d'avoir raison, c'est notre carte du monde qu'on essaie d'imposer sur les choses, sur les autres, et qu'en fait, on essaye juste de contrôler ce qui se passe pour que ça rentre. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu avais
un cube dans la main, puis que tu essaies de le faire rentrer à travers un triangle, bon, bah, ça marche pas, quoi. C'est pas la bonne forme, ça peut pas fonctionner. Donc, à un moment donné, c'est effectivement, bah, peut-être que ça serait Exact. bien que j'essaye de moins vouloir avoir raison et que je m'ouvre un peu plus sur d'autres choses, quoi. Exactement. Et donc là, on a abordé les récurrences, c'est la base. Si Mhm. tu n'arrives pas à observer tes récurrences, bah, tu sauras pas c'est quoi le noyau central, le point de départ qui fait que ces émotions vont prendre énormément de place, vont t'envahir. Le deuxième, Ouais. apprendre à prendre le recul sur ses émotions avec cette simple question. Honnêtement, elle est très puissante et elle peut l'être davantage, même si on l'a déjà dit, si tu l'accompagnes d'un timer, c'est en te timant, en disant bah tiens, écoute, j'ai envie d'avoir raison, bah je me donne 5 minutes. Mais après, c'est fini. Tout à fait, ouais. Hem, 3e point qu'on a abordé, c'est que ce sentiment peut venir d'un besoin ou d'une valeur qui n'a pas été respectée. Donc c'est pour ça que ça va être important de les connaître. Ouais. Ça va être important Bah, de les connaître. ça va être essentiel, hein, parce qu'effectivement, quand tu nommes les valeurs et les besoins, ça fait partie, nous, de ce qu'on appelle les critères. Ouais. Et ces fameux Et c'est pas la critères, vignette, s'ils hein. sont pas respectés, absolument. Et que s'ils sont pas respectés, bah, en fait, notre système se doit de nous avertir qu'il y a un problème. Et donc, les Ouais. émotions qui vont en découler vont être négatives si jamais, tu sais, c'est pas respecté, c'est violé comme tu l'as évoqué, mais c'est vraiment au cœur du processus, ces besoins et ces valeurs-là. Et puis ben, 4e étape importante pour apprendre à faire preuve d'agilité émotionnelle et de faire copain-copain avec ses émotions, bah, c'est la bienveillance Mmh. vis-à-vis de soi-même. Très Ouais. important. Ouais, bah, c'est sûr, hein, parce que quand, tu rentres dans un processus d'autocritique, de jugement: «Je devrais pas vivre ça, je devrais pas me sentir comme ça, puis ceci, c'est pas normal et puis là, j'aurais pas dû faire ça». Tu sais, tout ça, Mmh. c'est contre-productif parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans ton processus de comparaison interne, tu te compares toi-même à ce qui aurait dû être fait, pas fait, dit, pas dit. Donc tu viens augmenter en fait l'inconfort et le décalage entre les critères, les besoins et les valeurs que tu portes au fond de toi et le discours que tu entretiens. Et en fait, le sens que tu donnes aux signaux de reconnaissance que tu te donnes, tu leur donnes un sens négatif, tu mets l'accent sur les différences, et forcément, bah, tu vas te sentir encore moins bien, et ça sera pas du tout pertinent en fait. Ça va pas du tout aider la machine à fonctionner efficacement. Ouais, clairement. Vraiment, la bienveillance, ça va être la base et on le dit souvent, hein, on a cette capacité à être bienveillant vis-à-vis des autres, mais quand c'est vis-à-vis de soi, non. On a cette capacité à trouver des excuses pour les autres, à les rassurer, mais vis-à-vis de nous, c'est non, en fait, c'est le contraire. On est là à Ouais, s'auto-saboter, à s'auto-flageller, à se, donner des espèces de noms d'oiseaux, tu sais, quand ça se passe pas comme on veut et c'est pas du tout productif, en fait. C'est la pire chose qu'on puisse faire. Ensuite, justement, on parlait des récurrences. Il faut savoir que les récurrences sont des raccourcis. C'est-à-dire mhm, que, en fait, c'est des habitudes qui ont été installées au fur et à mesure du temps et qui sont aujourd'hui des raccourcis. Le cerveau, il se dit: «Ah, cette situation, par exemple, injustice, eh ben, tu réagis comme ça. Tu fais une colère. Voilà, tu fais colère». mm. On t'a dit non, eh ben, tu commences à taper du poing sur la table. Ah On non, pas, t'écoute pas de pas, caca nerveux, Samir. Non, 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 non. bah, c'est que des caca nerveux, que des caca Non, non, nerveux. non, non. C'est ça, pas de caca nerveux et heu et donc en fait, tout ça, c'est juste des raccourcis que ton cerveau a créés parce que tu as reproduit suffisamment de fois cette réaction pendant un certain moment Mhm. et lui, en fait, bah, c'est OK, ça égale ça. Un algorithme, en fait, on a déjà parlé des algorithmes. Donc en fait, trouver les récurrences, c'est décoder l'algorithme qui est déjà présent et Ouais, ça, malheureusement, les raccourcis, ce que ça fait, c'est que ça nous enferme dans une fausse réalité. Ça nous enferme aussi dans notre carte du monde, une carte du monde qui est obsolète. Parce que à partir du moment où le cerveau va faire des raccourcis de telle situation ressemble à cette situation précédente, donc tu vas réagir de cette manière-là, tu sais, il fait des comparaisons, sauf que chaque tout à fait. situation est différente. Oui, oui, Donc c'est une mais réalité biaisée. ça, le cerveau,
Il est OK pour chercher la différence. Puis d'ailleurs, il est très très bon pour chercher la différence, surtout avec ce Mmh. qu'il connaît déjà, puis se mettre en résistance avec ça. Ouais, Mais comme tu dis, il va privilégier la simplicité et la facilité, et il va préférer en fait s'appuyer sur ce qu'il connaît déjà, hein, de toute façon, ouais, clairement. c'est ça, exact. Et bah, justement, Julien, il y a, le cerveau. Alors on parle souvent de 2 systèmes dans le cerveau. Je ne sais pas si c'est des études qui ont évolué, si ça a changé parce que souvent, tu sais, on les études avancent très, très vite. Des fois, on apprend des choses. C'est comme pendant un moment les 2 cerveaux, il y a des personnes qui en parlaient beaucoup. Maintenant ça a évolué. Ouais, cerveau droit, cerveau C'est gauche, quelque puis chose, effectivement, c'est plus. c'est plus du tout d'actualité. Mais on parle aussi des 2 systèmes, donc le cerveau lent et le cerveau rapide. Donc ça, je pense que ça a pas forcément, changé. Mais est-ce que tu veux peut-être nous en parler du cerveau lent et du cerveau rapide? Oui, bah en fait, le cerf-volant, c'est une activité qui est très ludique. On peut faire ça avec les enfants. Faut juste qu'il y ait suffisamment de vent. J'ai dû bouffer du Trop clown ce drôle. matin, je sais pas. Donc ouais, cerveau rapide, cerveau lent. En fait, nous, on fait le lien, alors que ce soit pour les cours de sophro ou les cours de PNL, on fait le lien avec ce qu'on appelle l'index de conscience ou l'index de computation, Ouais. où finalement, il y a les 3 parties qui sont en jeu, c'est-à-dire les comportements, les pensées et les émotions. Et en Mmh. gros, le cerveau rapide, c'est celui qui va passer directement de la perception de l'information à la réaction. Et en vrai, on peut avoir soit réaction physique qui passe par le comportement, et là, ça peut être une posture qui change, la gestuelle, une action, mais ça peut être aussi le fait de dire quelque chose, donc quelque chose qui est observable de l'extérieur. Ou alors, ça peut être aussi, bah, je vais dans ma tête et puis là, j'ai le hamster qui commence à courir dans sa roue, mais c'est en mode réaction. C'est pas moi qui dirige le truc. Donc ça, c'est le cerveau rapide, enfin le circuit rapide. Et ce qu'on appelle le cerveau lent, alors souvent on fait ce jeu de mots là, mais le cerveau lent ou le circuit lent, c'est en fait que l'information prend le temps de transiter dans toutes les parties de l'index de conscience ou de computation. Donc, je reçois une info, j'ai une réaction émotionnelle qui se déclenche, et ensuite, bah, j'analyse ce que je veux en faire, et là seulement, je choisis le comportement, l'attitude ou le type de réflexion que je vais entretenir vis-à-vis justement de ce déclencheur-là. Alors peut-être comme on parle de ça, très rapidement revenir sur les parties principales du cerveau qui entrent en jeu. Parce qu'effectivement, tu as évoqué le, les, la théorie des 2 cerveaux, donc cerveau droit, cerveau gauche. Il y avait aussi, alors, non pas qu'elle est fausse en tant que telle, mais on a une vision beaucoup plus globale maintenant. Il y avait la Ouais, théorie du cerveau triunique, donc les 3 ouais. parties du cerveau, c'est-à-dire le néocortex, le limbique et le cerveau reptilien, donc vraiment Mmh. les 3 étages de cerveau où en fait on se rend compte que ça communique beaucoup plus qu'on ne le pense, et quand il y a des émotions, bah, c'est exactement la même chose. Et en fait, Ouais. par rapport aux émotions les plus courantes comme la colère, le dégoût, la tristesse ou encore la peur par exemple, bah, en fait on a 5 même 6 parties de notre cerveau qui rentrent en jeu. On va avoir notre cortex cérébral qui est notre partie qui permet de réfléchir, d'être plutôt logique. On a notre hypothalamus qui rentre en ligne de compte, qui est lié à notre mécanisme de la faim, mais aussi le système endocrinien, les hormones. On a l'hippocampe, alors pas celui qui est dans l'aquarium, mais celui vraiment qui est dans notre cerveau, qui joue sur la mémoire, le repérage spatial. Mmh. On a ganglion de la base qui permet d'initier, maintenir le mouvement. Donc, si jamais on a une réaction physique qui se produit. On a l'amygdale cérébrale. Alors ça, c'est un peu notre système d'alarme, hein. Le truc, il est là pour réveiller en fait les différents mécanismes et automatismes du corps et du cerveau pour répondre à un danger qui pourrait détecter. Puis après, on a le cervelet qui lui donne de la cohérence à nos gestes, à notre coordination, à notre équilibre. Ça va vraiment chercher à comme équilibrer tout le système. Et en fait, c'est ça aussi qui est sympa à voir, c'est que oui, le cerveau limbique est très en lien avec les émotions, c'est là où ça va trouver son essence,
mais en fait, c'est connecté à tellement d'autres choses autour que ça nous éclaire aussi sur l'importance que les émotions ont dans notre fonctionnement et que bah, pourquoi finalement on se doit d'apprendre à gérer, à maîtriser de façon plus efficace, plus positive, les émotions qui se déclenchent à l'intérieur d'eux. Donc, ça mis à part, donc cerveau Mmh. rapide, cerveau lent. Cerveau rapide, bah, c'est là où on a des réactions qui sont souvent inadaptées. Et cerveau lent, bah, c'est ce qu'on t'invite toi à adopter en faisant copain-copain avec tes émotions, d'apprendre à les reconnaître, à les comprendre, à les utiliser pour avoir en fait un fonctionnement qui est beaucoup plus rationnel et moins dirigé justement par tes émotions. Bah, super intéressant Julien, là, ce que tu amènes et c'est bien aussi justement de faire cette mise à jour, que certaines théories sont maintenant des mythes, dans le sens où, tu sais, certaines personnes y croient dur comme fer, mais ça a évolué plus parce que, bah, la science évolue très, très vite et les recherches de l'année passée, bah, c'est les découvertes de l'année passée, bah, parfois sont dépassées parce que, Ouais, cette année, il y a eu des nouvelles choses qui ont été mises à jour et c'est pour ça que c'est important de se mettre à jour et surtout de se remettre en question et de ne pas prendre toutes les choses comme des vérités ancrées ou gravées dans la roche. Et justement, il y avait 4 pièges, qui pouvaient, venir en fait de notre cerveau. Il y en a une dont on avait parlé tout à l'heure, c'était le fait de ruminer, et de chercher mhm, des raisons infondées. Alors ça vient comme justement, on l'a dit tout à l'heure, de ce besoin de créer de la cohérence parce que le cerveau sans cohérence le cerveau, il est là pour comprendre en fait. C'est un outil qui est extraordinaire, c'est un outil d'analyse et lui, ouais, son objectif, c'est de comprendre ce qui se passe autour de soi. Donc, il se passe quelque chose, on n'a pas tous les éléments. Alors parfois, ça peut être, surtout quand c'est lié à d'autres personnes, c'est lié à des événements extérieurs. Nous, on perçoit cet événement au travers de nos sens, les yeux, l'ouïe, nos sens en règle générale. Et donc, on en fait une analyse, sauf que cette perception, c'est potentiellement 2 à 3 de la réalité parce qu'on ne perçoit pas tout. On perçoit certaines choses, puis après derrière, il y a le cerveau qui va filtrer en fonction de ce qu'on connaît ou ce qu'on connaît pas. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on ne peut voir chez les autres, par exemple, que ce qu'on connaît déjà. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est le vol ne saura pas mettre de mots, par exemple, sur le vol, le tout à fait de fait. voler quelque chose, par exemple. Donc en fait, le cerveau va trier en fonction de nos critères, en fonction de ces choses, et il va mettre des choses en quelque sorte plus en priorité par rapport à d'autres. Et tout ça, en fait, ça va nous pousser justement à trouver des raisons Mhm, qui sont mhm, généralement infondées parce que c'est juste lié à une contre-projection de notre cerveau, de choses qu'on a potentiellement connues, qu'on a déjà vues, qu'on a déjà expérimentées dans notre vie. Sauf que, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque événement est différent. Il se peut que tu as vécu quelque chose il y a 10 ans et ce que tu vis là aujourd'hui est totalement différent parce que c'est pas la même personne, c'est pas le même contexte, c'est pas le même, environnement et du coup, mhm. tu vas trouver des similitudes potentiellement là où il y en a pas ou alors tu vas vouloir faire coller tes croyances, ta vision sur ce qui se passe actuellement. Ouais. J'espère que c'est clair, d'accord? Parce que je pars un peu je pars un peu loin, mais juste pour dire à quel point le cerveau peut, bah, bullshit en permanence et peut nous tromper, en fait. Là où on pense avoir la réalité et ça, c'est ça qui est drôle. Mm. C'est que souvent quand je vois des gens face à certains événements, ils te font, «Je sais que j'ai raison». Tu vois, quand quelqu'un me dit ça aujourd'hui, j'en ris intérieurement, quoi. Comment tu sais que tu as raison réellement? Mm. Comment tu le sais exactement? Mmh. Mais tu vois, pour peut-être continuer dans cette voie-là, c'est vraiment d'intégrer à quel point on vit au quotidien, toi qui nous écoutes, puis toi Samir, moi aussi, n'importe qui là, Mmh mh. on vit dans une réalité qui est construite par nos sens, parce que nos 5 sens ne font pas que recevoir de l'info, ils en envoient Mmh. énormément aussi, heu, pour conditionner finalement, bah, quoi on accède et tu sais, en ce moment, c'est, l'essor de l'intelligence artificielle, du métaverse, de tout ce qu'on veut là et des fois je m'éloigne un petit peu 30 secondes là, mais tu sais, des fois ça me fait rire de voir les gens qui disent: «Oui, mais dans ce cas-là, on sort complètement de la réalité, on est complètement déconnecté».
Mais en fait, c'est on est déconnecté. On est beaucoup plus connecté à notre propre réalité, à notre vision des choses, qu'à la réalité objective du monde et de ce qui se passe autour de nous. On est tellement filtré, on filtre plus exactement tellement les choses que de toute façon, on ne fait que respecter les mécanismes de base de notre cerveau qui sont en partie, il n'y a pas que celui-là, hein, mais de créer de la cohérence en permanence. Et nos émotions Ouais. sont là pour remettre de la cohérence. Parce que il faut bien comprendre ici que quand on vit des émotions qui sont positives, et en fait quand on regarde les émotions de base, il n'y en a pas 36, hein, des émotions de base. Fait que Mmh. quand on voit les émotions de base et qu'on regarde qu'est-ce qui est présent et qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait c'est pas compliqué. La grosse majorité des émotions de base, c'est des émotions qui sont négatives. Ah oui. La Mmh. grosse majorité. La seule émotion qu'on peut considérer comme étant neutre parce qu'elle peut passer d'un côté ou de l'autre à tout moment, c'est l'émotion d'étonnement, de surprise. Mais sinon, Mmh. on a 2 émotions qui sont positives et toutes les autres, c'est de la peur, c'est de la tristesse, c'est du dégoût, c'est de la colère, c'est, de l'hypervigilance, c'est de l'attention poussée au maximum et en fait, notre cerveau, il est fait pour repérer le danger, il est conçu comme ça. Mmh. Maintenant, vu que notre système, son rôle premier, c'est de créer de la cohérence, les émotions, c'est un moyen de le faire. Parce que si je vis dans un monde où les choses se passent comme je le souhaite, selon mes propres critères et ma carte du monde, est-ce que je vais me sentir bien ou pas? Bah oui, je vais vivre des émotions qui vont être positives à ce moment-là. Et en fait, mon cerveau, mon corps va me dire, regarde ce que tu es en train de vivre, là, ça se passe bien, puis c'est cool. C'est Mmh. confirmation que tout va bien. Mais dès qu'il y a quelque chose qui va sortir de nos attentes, de nos croyances, de nos critères, de nos valeurs, de nos besoins, de tout ce qui se passe en nous, là, c'est des émotions négatives qui vont embarquer. Et Mmh. de ne pas les écouter, de ne pas les accepter, de ne pas être dans la bienveillance vis-à-vis de soi, comme on le disait tout à l'heure, ça veut dire qu'en fait, t'écoutes pas. Tu t'écoutes pas ton système qui est en train de te dire la version du monde dans lequel on est en train de vivre là ne me convient pas. Ça ne respecte pas mes valeurs, ça respecte pas mes besoins, ça respecte pas mes critères. Alors, le cerveau, comme tu l'as dit, Samir, il va faire en sorte de vouloir avoir raison. À nous d'apprendre à lâcher prise là-dessus pour comprendre qu'il y a quelque chose qui marche pas, mais aussi voir quelles sont les actions ou les changements qu'on peut apporter pour rééquilibrer le système. Ah, le cerveau, c'est une machine extraordinaire, mais Mhm, quand ça veut faire du bullshit, ça en fait. Mais après, c'est derrière, il y a un besoin. Le besoin, c'est justement la survie. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est pas, tu sais, il y a des gens qui pensent que il faudrait éradiquer toutes les émotions négatives de nos vies, mais c'est pas possible en fait, parce que si on n'a plus d'émotions négatives, on ne survivrait pas. Et je pense que l'humanité n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas ces émotions négatives. Le besoin tout à fait. principal, justement, c'est de nous permettre de survivre et de vivre le plus longtemps possible. Le tout, c'est ça, c'est d'apprendre à trouver un équilibre, à les accepter, parce qu'il y a ça aussi, on parlait tout à l'heure du refoulement, mais Heu, aujourd'hui dans la société, on nous apprend pas forcément à exprimer nos émotions. Souvent, émotion égale faiblesse. Dans les Ouais. entreprises, faut pas que tu montes tes émotions, par exemple, ou à l'école, ou peu importe, ou même dans une famille. Faut pas que tu montes tes émotions. Arrête de pleurer. Arrête de d'être triste. Faut que tu sois heureux et Mais me hem parle et pas ça, comme ça, Samir. c'est pas bon. Faut que tu sois heureux, Julien. Voilà, c'est le développement personnel qui dit ça. Non, je plaisante. Justement, c'est un des Injonction de travers parfois, merde, tiens. injonction de merde, ouais. Si je veux bouder, je boude. Voilà, c'est tout. Voilà, tu fais ce que tu Quand veux, même le Julien. droit de Tu bouder, fais ce non? que tu veux. On peut pas être tranquille. Ça fait du bien parfois. Petite session de boudage. Ouais, pas longtemps quand même, pas longtemps. Pas longtemps, juste un petit peu. Donc voilà et aussi peut-être un autre point important parce que on parle des émotions négatives, mais ça nous amène à quoi? Parce que justement l'objectif c'est quoi? C'est de nous aider à survivre le plus longtemps possible. Ça amène son Mmh. lot de, points négatifs tels que l'anticipation, le fait de toujours anticiper, le fait d'imaginer toujours le pire, les pires scénarios. Pourquoi? Comme son nom l'indique, c'est un besoin d'anticipation pour pouvoir s'adapter. Mais le problème, c'est quand ça prend trop d'ampleur, ce que ça peut faire, c'est que Mmh. ça peut amener de l'anxiété derrière
et ça peut nous installer dans des émotions encore plus négatives qui vont s'installer dans la durée. Donc ça va être important aussi, justement, de faire attention, de pas, tomber dans ce piège de tout le temps anticiper, 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 parce que ça nous coupe du présent. Et peut-être Julien, justement, rapidement en quelques mots, la dernière fois il y avait eu cette question, c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? OK, alors c'est 2 sujets effectivement qui sont Très importants. proche. Hem, le stress et l'anxiété, en fait, on peut les distinguer et en même temps, ils sont interconnectés. Dans le sens Mmh. où vivre de l'anxiété amène à vivre un état de stress. Mais le stress est provoqué par la présence d'anxiété. L'anxiété, c'est avant tout une anticipation orientée négativement sur des conséquences futures, sur des actions, sur des décisions, sur des choix, sur des relations, peu importe ce que c'est. C'est vraiment une projection qui est orientée vers le futur et de façon négative. Ce feedback qu'on va avoir de notre vision négative sur l'avenir va créer un inconfort dans l'instant présent. Et les émotions qu'on va ressentir qui vont être liées à tout cet état d'anxiété, bah c'est parce que on se projette dans des attentes qu'on imagine se produire négativement ou ne pas se produire. Et du coup, c'est négatif parce que ça ne se produit pas. Et dans ce cas-là, bah, par notre simple projection, on crée un événement fictif, certes, mais c'est un événement auquel on est connecté et on ressent à ce moment-là des émotions et des sentiments qui sont là pour nous indiquer que faut faire quelque chose, faut agir. Parce que de toute façon, toutes les émotions, elles veulent quoi? Elles veulent qu'on passe à l'action, qu'on prenne une décision, qu'on apporte un changement, qu'on s'ajuste, qu'on bouge. Et le problème de l'anxiété, c'est que comme c'est projeté sur des choses sur lesquelles on a zéro pouvoir. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quand on fait de l'anxiété, notre cerveau s'intéresse jamais à des choses à venir sur lesquelles on a du pouvoir. Notre cerveau s'intéresse uniquement sur les choses sur lesquelles on a zéro pouvoir, zéro capacité de changement, de modification. Et du coup, bah, tu peux pas passer à l'action. Donc, en fait, ça te fait angoisser encore plus. Et parce que tu as ton angoisse qui augmente, bah, ton stress aussi. Puis, tu es encore plus anxieux ou anxieuse. Et après, c'est un cercle vicieux. Fait que l'anxiété va provoquer un état de stress. Après, le stress en lui-même, il peut ne pas être lié du tout à de l'anxiété. Ça peut être du stress tout court, pour X raisons. Et le stress, ce qu'il faut voir, c'est que c'est avant tout ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Donc, le syndrome général d'adaptation, c'est quoi? C'est le corps qui se met en état de stress pour augmenter sa vigilance, pour augmenter la rapidité d'exécution physique, mentale de traitement des informations, dans le but de pouvoir retrouver un état d'équilibre le plus rapidement possible. Et en fait, c'est ça où l'anxiété vient poser problème, c'est que elle ne permet pas, de par la structuration des stratégies cognitives qu'on utilise, de pouvoir retrouver cet état de calme et retrouver un état plus stable, donc ça s'installe. D'ailleurs, on parle d'angoisse quand ce sont des moments qui sont occasionnels, et on parle d'anxiété, et en plus d'anxiété généralisée, quand c'est devenu presque une habitude de fonctionnement, et où ça se transpose sur absolument tout dans notre quotidien. Donc, les émotions, elles sont au cœur de nos process de stress, elles sont au cœur des process d'anxiété et d'angoisse, elles sont au cœur aussi de l'état dépressif, mais elles sont toutes là, à chaque fois présentes, pour dire, il y a quelque chose qui marche pas vis-à-vis de ta carte du monde, soit tu mets ta carte Mmh. du monde à jour, et là, bah, ça va aller mieux, soit tu veux maintenir ta carte du monde telle qu'elle et donc avoir raison, mais dans ce cas-là, il faut que tu passes à l'action pour amener un changement qui se fait sur le monde extérieur. OK. Et si en fait, tu prends pas la bonne voie ou que tu essaies de faire des choses qui ne marchent pas, bah, non seulement tes émotions vont continuer à s'installer, elles vont prendre plus de place, et si jamais tu les refoules, comme on disait, eh ben, elles vont revenir de temps en temps avec leur tablier de serveur et leur petit carnet en demandant est-ce que vous refoulez un petit peu d'émotions? Et puis ça va ressortir. Mmh. Donc, Mmh. c'est, tu sais, c'est vraiment de comprendre que tout ça, c'est comme interconnecté. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question. Tu me dis, Samir, si Ouais. je suis pas parti trop loin. Non, non, je pense que tu as répondu à la question et un peu plus, donc c'est cool.
Tu sais, je pense qu'on aime bien quand il y a un peu plus, toujours. Parfait. C'est On important. aime ça, donner plus. On est C'est ça. généreux. Exactement. Bah, écoute, c'est hyper important et puis c'est cool, ça permettra justement de faire la différence entre les 2. Hem et ce que j'allais potentiellement ajouter, c'est qu'on en avait parlé tout à l'heure, mais de rentrer un peu plus dans les détails, c'est, le fait d'apprendre à verbaliser. Parce que le contraire du refoulement, donc c'est le fait d'exprimer ses émotions et verbaliser, ce qui va être important, ça va être de faire déjà un travail sur soi, de comprendre que extérioriser, montrer ses émotions, c'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est beaucoup D'accord. plus difficile, encore plus dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, justement de, tu sais, de montrer ses émotions, d'exprimer ses émotions aux autres, que justement de Mmh. les refouler. C'est un signe de courage. C'est un signe de Complètement. courage et en plus, ça va être important pour ton équilibre intérieur, pour ton équilibre psychologique. Donc heu, donc ça va être important effectivement, soit, bah, d'oser le dire, tu sais, d'oser dire, bah, tu as le droit d'exprimer de la colère, tu as le droit d'exprimer de la tristesse, tu as le droit d'exprimer du dégoût, face à certaines situations, parce que tu es un être humain. Justement, parce que tu es un être humain et les émotions, ça fait partie de ce qu'il y a de plus beau chez nous, même si justement on met parfois l'étiquette d'émotions négatives, émotions positives, mais en vrai les émotions en soi sont pas mauvaises. C'est quand elles Mmh. partent dans l'extrême, quand elles prennent trop de place et qu'on ne les maîtrise pas, qu'on ne les cadre pas, qu'à ce moment-là, on peut avoir des effets négatifs. Mais en soi, les émotions sont pas négatifs. La colère a un but, la tristesse a un but, c'est OK. Oui, on peut peut-être même donner quelques exemples justement de Ouais, messages des émotions, parce ouais, que ça permettra sûrement de comprendre un peu plus. Là, tu parlais, de la tristesse, je crois, à un moment donné? ouais, la tristesse, ouais. Hem, ouais, fait que l'état de tristesse, par exemple, c'est le fait que notre système nous invite à accepter le fait que quelque chose se termine et qu'on part vers un renouveau. D'ailleurs, le fait de pleurer, par exemple, qui est un mécanisme qui est lié aussi à nos émotions, et c'est important de le vivre. Le fait de pleurer, c'est aussi un moyen pour le cerveau de nettoyer finalement le système, pour pouvoir dire je fais table rase et maintenant je laisse autre chose s'installer. La colère, c'est de reconnaître effectivement qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées et qu'il y a une injustice intérieure qui est à combattre. Mais c'est ça qui est intéressant aussi avec la colère, c'est elle est aussi cette émotion, une stratégie pour retrouver un état de certitude intérieure. C'est-à-dire que des fois, on passe par le sentiment de colère, alors qu'en fait, bah, le vrai sentiment, ce serait peut-être de la peur, de l'inquiétude, de l'anxiété, par exemple. Parce que la colère, en fait, est une stratégie pour retrouver l'espace d'un instant de la certitude. Parce que si toi qui nous écoutes, tu t'es déjà mis en colère ou que tu as déjà vu quelqu'un se mettre en colère, il n'y a pas plus sûr et certaine de lui ou d'elle qu'une personne qui est en colère. La personne qui est en colère, elle affirme son point de vue, elle est campée sur sa position et elle dit que les Mmh. choses doivent être comme ça et pas autrement. Donc c'est un retour à l'état de certitude qui peut en fait être une réponse à un sentiment de peur, par exemple. Tu sais, on pourrait limite finir ce podcast comme ça, au travers de tout ce qu'on t'a partagé. C'est que tes émotions sont tes amis et tu sais, si tu, refoules tes amis, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils finissent par, te tourner le dos et puis tu entends plus jamais parler d'eux. Donc vraiment, prends-les comme tes amis, apprends à les écouter, apprends à discuter avec eux, ou apprends à les exprimer, Mhm. apprends aussi justement à être, tu sais, à ne pas en avoir honte en fait. Parce que quand tu as honte de tes amis, c'est la même chose. Tu sais, au bout d'un moment, ils vont se sentir que tu les prends pour un lapin de 3 semaines et puis, tu sais, ils vont finir par te tourner le dos, à jamais. Donc ça fait Ouais, partie de toi, ça fait partie de ta beauté, ça fait partie de ton authenticité et le tout, c'est d'apprendre à les accueillir, d'apprendre à les ouais, gérer et de les transformer. Parce que sache que des émotions transformées, bah, ça peut te donner une énergie de malade justement pour pouvoir avancer et ça me rappelle ce bouquin justement, un jour peut-être que
ce serait sympa d'en faire un podcast, mais ce livre du petit-fils de Gandhi, je crois que c'est Arun Gandhi, Mmh. et c'était le pouvoir de la colère, en fait, où Gandhi expliquait à quel point comment on pouvait recycler la colère pour en faire une énergie qui pouvait nous permettre de déplacer des montagnes. Parfait Samir, merci pour, ce partage justement de titres de livres qui peut, nous permettre d'aller, plus loin. Petit rappel sur effectivement, l'autre livre que j'ai évoqué tantôt, «L'intelligence émotionnelle» par Daniel Goleman. Alors pas Goldman comme le musicien-chanteur, mais le compositeur, mais Goleman, Goleman. Mmh. Donc ça peut être intéressant et puis bien sûr, bah, notre, formation sur la gestion des émotions Oui, et du stress notre qui est formation, ouais. disponible et on remettra peut-être, le lien, justement dans le podcast si jamais ça t'intéresse de suivre ce parcours de formation pour en apprendre un peu plus à ce sujet. Ouais, exactement. Et on te reparle de tous ces sujets, mais plus en profondeur, comme le cerf-volant, le cerveau rapide, les valeurs, justement, on travaille sur les valeurs, les détecter, les comprendre, le message des émotions. Donc vraiment, c'est une formation qui est très très complète et qui, on le pense, va t'aider justement à Tout avancer à fait. et puis à créer plus d'harmonie dans ta vie, au quotidien. Parfait. Donc avec tout ça, je pense que tu as pas mal d'informations entre les mains. On espère que ce sujet-là, ce qu'on avait déjà abordé, est maintenant encore un peu plus clair pour toi et qui t'apporte Ouais. plus de précision et de compréhension sur ce qui se passe à l'intérieur de nous avec nos émotions. On va te retrouver bah, pour un prochain épisode très bientôt. Mmh. Exactement. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager ce podcast si tu l'as trouvé utile et intéressant, parce que potentiellement il pourrait être utile pour d'autres personnes. Et aussi, ben, ce qu'on aimerait te dire, c'est de croire au maximum en ton potentiel et d'être incroyable chaque jour. Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.